Bonjour, donc je vais vous présenter un travail qui, la conclusion d'une ANR qui essayait de démontrer ce que ne montrent pas les études épidémiologiques, donc le lien entre l'exposition à la chlordécone et le cancer de la prostate. Il y a un lien qui a été donc épidémiologique qui a été mis en évidence, mais on voulait savoir si essayer de démontrer ce lien. Alors, on a travaillé chez Laura pour plusieurs raisons. C'est que ça permettait d'avoir des animaux sur une souche de rats particulière, les rats trappes, qui développaient des cancers de la prostate. C'est des rats transgéniques et ça permettait d'avoir des rats qui développaient ce cancer de la prostate de façon je trouve plus le terme, cohérente les uns par rapport aux autres. Voilà. Et donc de pouvoir exposer ces rats de façon simultanée et d'avoir la même ligne de développement des animaux. Alors ce qu'on a cherché à faire, c'est d'abord de regarder la pharmacocinétique de la chlordécone chez le rat, d'exposer ces rats de façon alimentaire, donc c'était par gavage, pour obtenir des concentrations chez les animaux proches des concentrations que l'on retrouve chez l'homme, donc aux environs de 1 microgramme par millilitre de sang, pour avoir le même type d'exposition, et de regarder par différents moyens analytiques l'évolution et ce qui se passait au niveau métabolique dans les tissus prostatiques. Alors, donc on a gavé les rats, on a obtenu des paramètres avec, première chose, un volume de distribution important. Ça veut dire que la chlordécone se distribue de façon générale dans le corps, et dans les différents organes, hein, et avec après des concentrations, des taux d'élimination qui sont relativement faibles dans le temps, et avec une élimination essentiellement fécale. Sur ce modèle rat, on montre que le pourcentage d'élimination de 53%, c'est l'élimination théorique finale, c'est-à-dire que ça veut dire qu'une grande partie de la chlordécone est difficilement éliminable de l'organisme après y être rentré. Alors, autre chose, on a regardé dans l'ensemble, donc les données pharmacologiques sont les mêmes que ce qu'a présenté tout à l'heure Claude Aymon. Par contre, on a regardé ce qui se passait, la distribution tissulaire. Donc le foie est le tissu le plus contaminé, mais si on regarde ce qui se passe dans les autres organes, on s'aperçoit que la chlordécone est identifié comme le tissu ou un des tissus qui est le plus concentré en chlordécone. La prostate, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, pardon. Que la prostate est identifiée comme un des organes les plus concentrés en chlordécone. Donc, partant de là, on a essayé d'aller plus loin. Ça, c'est sur des rats normaux, donc non qui développent sur des prostates saines. Voilà. Second point qu'on a vérifié dans ce programme, c'était autre chose, avant de passer au second point, c'est les données plasmatiques et tissulaires de demi-vie. Alors là, on a une durée de vie, demi-vie, qui est très faible par rapport à ce que notait Claude Aymon, 4 fois plus faible environ. Mais par contre, ce qu'on note, c'est qu'on a dans le foie et le plasma des demi-vies aux alentours de 10 jours. Dans les autres tissus, tels que le gras et le muscle, plutôt 2 fois moindre, aux alentours de 4 jours. Par contre, dans la prostate, on a une grande variabilité de la demi-vie, qui est proche de 9 pour la prostate antérieure. Dans la prostate de rat, il y a plusieurs lobes qui ont des caractéristiques un peu différentes. Et par contre, avec les dorsales et latérales qui ont des demi-vies plutôt proches du muscle. Donc des temps de résidence dans le tissu qui sont différentes d'un lobe à l'autre. Ce qui complique un peu les choses dans l'étude finale. Alors, voilà. Variabilité. Donc on a regardé, une des équipes a regardé l'activité endocrinienne de la chlordécone.
Elle a d'abord montré que la chlordécone se liait au récepteur des œstrogènes, occupait la poche de liaison aux œstradioles, avec deux conséquences qui ont déjà été notées. Un effet agoniste sur le récepteur alpha aux œstrogènes et un effet antagoniste sur le récepteur bêta, avec des valeurs de liaison et d'inhibition qui sont reportées ici. C'est surtout, il faut retenir l'effet agoniste et antagoniste sur les deux récepteurs, alpha et bêta. Seconde chose, donc on regarde la distribution de la prostate dans le tissu prostatique lui-même, et ça par Malditov, des travaux qui ont été faits à l'IRSET de Rennes. Quand on regarde sur la prostate, la coupe tissulaire, c'est trois images de la même coupe tissulaire. Au milieu, on voit que les taches jaunes et rouges, ce sont les... je sais pas si on arrive à voir. Ce sont là les sites où ont été détectés la chlordécone. Et on s'aperçoit que si on met en relation ça avec le tissu prostatique et l'analyse histopathologique du tissu, eh ben ça correspond aux nodules cancéreux. Donc la prostate, on a montré tout à l'heure que la chlordécone s'accumulait un peu préférentiellement dans le tissu prostatique, mais en plus s'accumule préférentiellement dans les nodules cancéreux. Et si on regarde les concentrations dans ces nodules, après 15 semaines d'exposition, on est à des taux à peu près stables, donc ça correspond à des données pharmacocinétiques, et on est avec des niveaux de concentration qui sont multipliés par 14 par rapport au tissu prostatique sain à côté, le stroma en particulier. Donc ça veut dire qu'il y a une surconcentration de la chlordécone dans les tissus prostatiques, dans les tissus cancéreux prostatiques. Seconde chose, on a regardé quelles étaient l'expression des gènes cancéreux qui étaient induits dans le cancer de la prostate, qui étaient impliqués. On s'aperçoit en fait qu'on a des faibles niveaux d'activation ou de désactivation, de répression, mais avec des gènes qui sont soit impliqués vers un effet promoteur du développement du cancer, soit l'inhibition des gènes qui seraient plutôt des gènes de répression du cancer. Donc ça va, même si ce niveau est faible, ça va dans un sens de promotion, d'activation des processus cancéreux. Alors malgré tout, ce sont des effets très tardifs. Ça se voit seulement, on commence à voir ces effets seulement après 14 semaines d'exposition. Peu de gènes sont modulés par la chlordécone, donc qui agit. Et on a des faibles niveaux de significativité. Donc, mais l'ensemble de cette activité va quand même dans le sens d'une progression de l'activité tumorale. On a regardé ensuite les perturbations métaboliques qu'il y avait dans ces tissus prostatiques, en essayant de faire la différence, bien sûr, entre l'exposition d'un tissu sain et d'animaux exposés d'animaux cancéreux, exposés à la chlordécone. On a quelques molécules qui ressortent relativement bien de ces analyses. Dans le tissu prostatique, on a une augmentation de la nicotinamine et de l'inosine et une diminution du NAD+, de différents molécules énergétiques, AMP, UDPG, et une diminution de la choline et de la phosphocholine. Par contre, cette diminution de la choline et de la phosphocholine se retrouve par une augmentation dans le sang de ces mêmes métabolites. Et surtout, on a apparition dans l'urine de deux métabolites qui sont la N-méthylnicotinamine et la trigonénine. Alors ces deux composés apparaissant dans l'urine nous ont amené à regarder la diminution parallèle de la NAD+, dans le tissu prostatique, nous a amené à considérer les voies de dégradation et de formation de ce NAD+. Et on s'aperçoit, dans les tissus normaux, on a une voie de synthèse de la NAD qui passe par le tryptophane, par la tyrosine, pardon.
Et par contre, dans certains tissus, on a une voie de recyclage de la NAD+, qui passe par une voie, j'arrive pas à... Bon, une voie de recyclage, il y a un recyclage de la nicotinamide. Par contre, quand on voit dans le tissu prostatique, dans les animaux cancéreux, exposés à la chlordécone, on voit que on n'a pas un recyclage complet de la NAD+, mais une voie de dégradation qui conduit à ces deux facteurs, à ces deux composés qui sont retrouvés dans les urines. Donc, on a au lieu d'avoir un recyclage de la NAD+, on a une dégradation de la NAD+. Donc ça irait plutôt dans le sens d'une diminution de la capacité des tissus cancéreux prostatiques à se développer, puisqu'on a moins d'énergie qui est fournie à la cellule. Donc c'est un peu contradictoire avec les effets qui sont rencontrés précédemment. Donc quand on fait l'agrégation de tous les résultats, l'animation a disparu. Alors je vais essayer de... Et j'arrive pas à voir la cible. On a premièrement la chlordécone qui pénètre dans le tissu prostatique sain, déjà de façon plus importante. Vous verrez tout à l'heure, la conférence suivante, qu'on a une angiogénèse induite par l'exposition à la chlordécone dans le tissu prostatique, ce qui favoriserait une entrée supplémentaire dans les tissus cancéreux prostatiques de la chlordécone, donc une surexposition qui serait en partie due à cette angiogénèse. On a vu que les facteurs, l'effet antagonisme de la chlordécone sur ER-bêta va plutôt dans une répression de la suppression tumorale, donc qui aggraverait, qui favorise le développement du cancer. De même, les facteurs qui ont été alors je suis désolé, comme précédemment, il y a des modifications on voit pas très bien les facteurs qui inhibent ou qui positifs ou négatifs sur la prolifération. Mais enfin, les facteurs génétiques qui ont été mis en évidence montrent on va dans le sens de la suppression tumorale. Et après, on a donc l'inhibition de la voie de recyclage de la nicotinamide, avec un double effet, d'une part une diminution de la survie cellulaire par cet apport moindre de NAD+, mais par contre la trigonéline, elle, quand elle est présente dans le tissu prostatique, a un effet positif sur la survie cellulaire, et donc tout ça va dans le sens d'une prolifération cellulaire. Donc la CLD aurait bien un effet, même s'il est relativement faible, mais compensé peut-être par les fortes concentrations qu'on trouve dans le tissu prostatique, vers un effet cancérigène, promoteur plutôt. Alors les conclusions, donc, les nodules cancéreux sont un site d'accumulation de la chlordécone. On a un effet faible, mais qui semble être bien un effet promoteur, mais avec un effet antagonisme sur le métabolisme énergétique dans la survie, qui induit une modification de la survie des cellules cancéreuses prostatiques. Alors pourquoi on a des effets antagonistes qui semblent en désaccord avec l'épidémiologie? Alors dans le tissu qui sont analysés, on analyse de façon globale le tissu prostatique. Donc on a des effets, on a deux lignées cellulaires, les lignées cancéreuses et les lignées non cancéreuses, qui peuvent atténuer les effets propres qui se passent sur la lignée cancéreuse. Donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que le modèle TRAP est peut-être pas finalement le bon modèle. Il y a deux raisons à ça. On a été, comme le cancer de la prostate se fait sur ces rats-là en quelques semaines, et pas sur le long terme comme chez l'homme, on a peut-être un effet trop court d'exposition par rapport au développement, qui permet de moins bien montrer les effets. Et puis peut-être qu'il faut regarder dans les facteurs génétiques, c'est des rats albinos. On a montré, il y a des études qui montrent que sur les populations afro-caribéennes,
on a des facteurs génétiques qui sont différents que dans la population caucasienne, particulièrement dans le tissu prostatique. Ce qui peut, voilà, ce qui peut expliquer que peut-être on n'a pas choisi le bon modèle, mais seulement il n'y a pas de modèles animaux utilisables sur des populations, sur des rats peut-être mélaniques. Voilà, je vous remercie de votre. Merci Monsieur Laurent. Question dans la salle. Alors j'en ai la première. Une tout au bout là. Pas plus de 2 questions. On va prendre ces 2 questions et on va passer à la communication suivante. Bonjour. Juste en fait, c'est une question un peu aussi à tout le monde. On nous a montré que chez l'homme, la chlordécone est transformée en chlordécol au niveau du foie. Et apparemment, d'après ce que moi personnellement j'ai lu, c'est peut-être aussi bien présenté. Je pense que c'est la voie principale. Donc une très grande partie de la chlordécone qui rentre dans le corps humain va être transformée au niveau du foie en chlordécol. Et personne ne nous a parlé de la distribution de ce chlordécol qui est formé dans les différents organes chez l'homme. Et vous avez choisi un modèle de rat où on sait que le chlordécol n'est pas formé. Donc en fait, voilà, c'est une question générale. Quelle est l'importance finalement du chlordécol? C'est quelque chose qu'on n'a pas suivi non plus chez les populations au niveau des imprégnations, au niveau des autres études. Est-ce que ça vaudrait pas la peine de le faire? Alors, par rapport au cancer de la prostate, le docteur Blanchet a montré tout à l'heure que les variants chlordécone réductase non exprimés chez l'homme sont plus sensibles au cancer de la prostate. Donc c'est volontairement qu'on a pris un modèle rongeur qui n'induit pas le chlordécone, qui ne métabolise pas le chlordécone. Et donc, partant de ça, j'ai pas étudié, on n'a pas recherché le chlordécone spécifiquement dans la distribution tissulaire. Puisque théoriquement, c'est les hommes qui n'ont pas de chlordécone réductase qui sont plus Merci. Voilà. Une question en suspens qu'il faudra. Bonjour. Pardon. Bonjour. Au vu des résultats sur les modèles animaux et humains, est-ce qu'il est imaginable de faire un jour un diagnostic, on va dire précoce du cancer de la prostate, bon, que ce soit au niveau génétique humaine et éventuellement avec addition de mesures de molécules diverses et variées? Je suis pas médecin. Ce qu'on peut proposer, c'est que la trigonéline puisse être un marqueur supplémentaire, mais je sais pas si c'est, pour le moment, c'est pas l'étude et je sais pas si ça pourrait être. Non, c'est pas par ce moyen-là qu'on améliorera le diagnostic précoce du cancer de la prostate. Il y a d'autres recherches, d'autres marqueurs moléculaires qui nous permettront un jour peut-être même de ne plus faire des biopsies. Mais enfin, c'est pas ce chemin de des perturbateurs environnementaux qui va nous amener au diagnostic plus précoce.